Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes remis sur toutes vos émotions après cette magnifique victoire en finale de Supercoupe. Cette fois-ci c'est la Coupe d'Espagne. Le Barça joue à domicile contre le Betis Séville. C'est un sacré match qui s'annonce aussi parce qu'on a eu un peu de mal la dernière fois contre eux. Mais bref, on va en parler aujourd'hui, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Coupe d'Espagne, 8ème de finale, Barça, Betis Séville. C'est une belle affiche, franchement. Deux belles équipes qui jouent au football. On peut s'attendre à un beau petit match très sympathique. La dernière fois qu'on a joué contre eux, on a fait match nul 2-2. On avait eu un peu de mal. Je me rappelle 2-3 petites erreurs en fait, disons, de certains joueurs. On s'était fait un petit peu avoir sur contre-attaque dans notre dos, dans le dos de la défense, avec des joueurs qui étaient un petit peu, très peu concernés, disons, par les tâches défensives, tout ça. En tout cas, peu d'attention, peu de concentration peut-être, j'en sais rien. On était dans un moment aussi où l'équipe avait un petit peu plus de mal. Là, on revient, on est sur le début du mieux. Alors évidemment, on vient de déchirer le Real, donc on peut se dire ouais t'es un peu léger dans tes descriptions, on n'est pas juste sur un début de mieux, on est quand même mieux, oui on est mieux, mais faut pas oublier que à tout moment, il peut y avoir des moments de doute dans la saison, tout ça, ça peut arriver, donc ne nous voyons pas trop beaux non plus et que tous les matchs vont être faciles. Les seuls matchs vraiment faciles, c'est ceux contre le Real Madrid les amis. Je plaisante, amis madrilènes, calmez-vous, ce n'est que de l'amour. C'est le Betis, ça sera un match un peu différent, espérons que les joueurs soient aussi concernés par le match qu'ils l'ont été contre le Real Madrid. Ça serait pas mal. S'il y avait la même intensité, s'il y avait la même hargne, l'envie de battre l'adversaire, on peut s'attendre à un très beau match. Donc avant de parler du match, on va parler un petit peu du club, de l'actu. Vite fait, il y a Laporta qui a fait ce matin une conférence de presse. Les amis, elle a duré plus d'1h30, 1h40, 1h45, j'en sais rien. Bref, il avait beaucoup de choses à dire. Je vais pas vous dire tout ce qu'il a dit non plus. Parce que je me suis renseigné un petit peu sur les points principaux du truc. Il a parlé des loges VIP. En gros, il a expliqué un peu plus en détail pas les transactions, mais tout le délire quoi. Tout le délire des loges, le nombre de loges, je crois qu'il y en a 475 peut-être. Des loges, tout ça, il a expliqué côté financier quoi, en gros comment ça allait fonctionner tout ça. Il a dit en gros que les loges elles ont été cédées pour un certain nombre d'années, mais que pendant ce nombre d'années, si j'ai bien compris, on va quand même recevoir un minimum d'argent pour ces loges là, mais on recevra un pourcentage, pas 100% des loges parce que les loges ont été cédées pour avoir du cash direct en fait. Plus rapidement. Il a expliqué aussi le truc avec Olmo, Pau Vitor et tout ça, les contrats avec la Liga. Ça avait déjà été communiqué un peu, c'était déjà sorti dans la presse. On peut pas savoir ce qui est le vrai du faux, vraiment, mais en gros, il a dit que tout avait été fait dans les règles, selon le règlement de la Liga, tout ça, que les contrats, ils avaient été envoyés, enfin, pas les contrats, les preuves de paiement et tout ça pour justement valider les contrats des joueurs, ils avaient été envoyés le 27 janvier, donc avant le 31. C'était ça la date limite normalement, et que la Liga, bah voilà, ils ont fait traîner les choses, ils ont demandé d'autres documents que normalement t'es pas censé demander, tout ça, et ce qui a fait qu'on est rentré dans cette histoire de scandale où la Liga ils ont dit ah bah non, ils ont changé à moitié les règles, tu sais, genre au début ils devaient avoir la preuve, ils devaient apporter une certaine preuve, un certain pourcentage, et puis ils ont changé, je crois qu'ils ont dit bah au lieu d'avoir 20% de la somme, il nous faut 40% de la somme, un truc comme ça. Bref, ils ont changé 2-3 trucs, ce qui a fait que le truc n'était pas forcément valide, et ce qui a fait que le 31, la Liga ils ont dit bon bah voilà, vous avez pas donné les papiers, on supprime les contrats de Pau Vitor et de Dani Olmo. Donc on est rentré dans un scandale parce que encore une fois, quand il s'agit de salir le club, j'ai l'impression que certaines personnes, certains organismes, c'est assez facile pour eux, il y a beaucoup de facilité quand il s'agit de dire du bien ou de trucs comme ça, ou de parler en positif du club, c'est un peu plus compliqué. Disons que ça leur fait un petit peu plus mal. Mais quand il s'agit de tomber directement sur le club et de trouver les petits trucs, là c'est un petit peu plus facile. Bon, c'est comme ça. On connaît de toute façon notre cher président de Liga. Donc au passage quand même, c'est quelque chose d'assez grave quand même. Non seulement de toute façon, ça a été quand même mal géré de la part du club, toute cette affaire avec Olmo, tout ça. On a quand même signé un joueur qu'on ne pouvait pas enregistrer de base. Après on a fait en sorte de pouvoir l'enregistrer, certes, mais le mal était fait, entre guillemets, parce que ça te met dans une situation comme ça en fait. Ça te met dans une possible situation où ton club il va être sali. Et ça c'est pas normal en tant que président de tomber dans ce truc là. Après il peut trouver des excuses Laporta et dire que oui la Liga ils ont pas fait leur travail tout ça. Et ça je l'entends. Et nous, en tant que supporters, on peut l'entendre, oui, effectivement. Mais si on est dans cette situation-là, c'est parce que c'est toi qui l'as créé, cette situation, d'un côté. Donc, chacun a ses torts, on va dire. Mais bon, voilà. Les critiques sont justes pour moi des deux côtés. En tout cas, elles sont justifiées. Donc, quand je dis c'est assez grave, c'est parce que dans le sens où, voilà, l'image du club, elle en a pris un coup. Et surtout, ça a permis aux autres clubs de Liga de tomber sur le Barça. T'as des clubs de division, je sais pas combien, qui sont arrivés. Ouais, nous, on n'accepte pas ça. Mais qui êtes-vous? Vous avez rien à voir avec l'histoire, là, déjà. Donc, voilà.
Mais voilà, des clubs de Liga qui ont fait des communiqués, comme l'Atlético Madrid, peut-être Séville, je sais plus, il y en a d'autres, mais qui se sont permis de critiquer le club, de dire que le Barça n'a pas le même règlement que les autres clubs, tout ça, alors que c'est faux en soi. C'était une situation exceptionnelle, donc en fait, les clubs qui parlent, t'as l'impression qu'ils parlent juste pour parler, pour salir un petit peu plus l'image, pour nous tomber dessus, on va dire, alors qu'il n'y a pas forcément de raison pour nous tomber dessus. Tu vois, on peut tomber sur la gestion, sur le président et sa gestion, mais sur le règlement, si le contrat de Dani Olmo et de Pau Vitor ils ont été acceptés, c'est qu'on est dans les règles en fait. Bref, passons, on va parler un petit peu du Betis Séville, avec des joueurs qu'on connaît, évidemment il y a Abdé, il y a Bartra, Vitor Roque aussi. Je sais pas où trop est-ce qu'il en est, Vitor Roque, la dernière fois qu'il a joué, il avait provoqué un penalty pour le Betis, faute de Frenkie de Jong, donc il avait été un minimum utile pour son équipe. Abdé, je crois qu'il avait fait un match plutôt moyen, mais Koundé avait fait un gros match, tout ça. Et le Betis, c'est un peu une équipe, presque un club ami. Presque, pas totalement non plus, on va pas abuser, mais c'est un club qui a un peu la même philosophie que nous, c'est-à-dire que c'est une équipe qui aime bien jouer au football depuis pas mal d'années, qui aime bien pratiquer un football offensif, quoi, avec la possession, tout ça. C'est un club où il y a pas mal d'anciens joueurs du Barça ou de la Masia qui sont passés par là-bas, donc c'est toujours agréable comme club de jouer contre eux en tout cas. Enfin, moi je le vois comme ça. Donc à quoi il faut s'attendre ce match-là? Je sais pas si Betis Séville sera aussi en forme qu'ils l'ont été la dernière fois. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Ils restent sur une défaite ce week-end. Ils ont joué contre le Valladolid, ils ont perdu 1-0 à l'extérieur, match à l'extérieur, donc là aussi ils seront à l'extérieur, bon, ça veut dire quelque chose, mais en tout cas ils ont quand même perdu contre Valladolid, équipe contre qui nous on en a mis 7 quoi, 7-0 à la maison. Ça ne veut rien dire, ce ne sont pas des mathématiques non plus, le football on sait très bien, mais ça reste un score peut-être inquiétant pour cette équipe du Betis. Avant ils avaient gagné 1-0 contre Huesca en Coupe du Roi aussi, ils avaient fait match nul contre le Rayo Vallecano, on sait que le Rayo c'est une équipe pas évidente. Ils ont fait 1-0 après en Conference League, enfin juste avant, 2-1 contre Villarreal à l'extérieur, ils ont gagné, 1-0 en Conference League. Souvent c'est des scores assez serrés. Le Betis Séville. Quand on regarde un petit peu tout leur score, il y a eu pas mal de petites défaites. Dernièrement, il y a quand même des victoires, sauf contre le Valladolid là ce week-end. Sinon, si on revient, c'est des nuls et des victoires. Donc on pourrait dire que ça va, mais c'est une équipe quand même qui marque pas énormément de buts, qui en encaisse pas non plus énormément non plus de l'autre côté, mais peut-être une équipe où il y a pas mal de possessions stériles dans les matchs, disons. Nous de notre côté, on va être reboosté aussi par ce trophée, ce match-là, parce que non seulement on est allé chercher un trophée, mais en plus de ça, avec la manière et contre qui aussi. Il y a trois bonus. Le trophée, la manière avec le score monstrueux et l'adversaire en face. Si on avait mis 5-2 au Betis Séville ou je sais pas qui, ça aurait été bien, mais voilà, c'est un gros score. Mais là, 5-2 au Real Madrid, à l'ennemi, le rival suprême, c'est différent quoi. Pour les mentalités, la mentale du joueur, ça va rebooster normalement l'équipe et je pense qu'on va repartir du bon pied. Je pense que les joueurs vont être motivés, ça va un peu les transporter, je ne sais pas, mais ça va peut-être les rebooster voilà, pour cette fin de saison, cette deuxième partie de saison en tout cas. Et voilà, là c'est la Coupe d'Espagne, c'est encore une fois un trophée à aller chercher, ce n'est pas la finale certes, mais chaque match est important. Ça se joue sur un match, donc voilà, il faut absolument gagner ce match et si on le gagne, eh bien on passe au tour suivant, classique, et ça nous rapproche encore une fois un peu plus d'un deuxième trophée pour cette saison. On sait qu'en Liga, on s'est fait un petit peu rattraper, c'est un peu plus compliqué sur les derniers mois. On espère aussi que ce résultat contre le Real Madrid, ça va nous rebooster pour la suite. En attendant, il va falloir déjà battre le Betis et passer au tour suivant. Là, les prochaines semaines vont être importantes. De toute façon, tous les matchs vont être importants, évidemment, mais il y a surtout pas mal de matchs qui vont s'enchaîner. Là, en 6 jours, on va jouer 3 matchs, les amis. Match demain contre le Betis Séville. Samedi, je crois que c'est samedi, on a Getafe. Et mardi, on a Benfica, si je ne m'abuse. De toute façon, ça fait 3 matchs en 6 jours. Betis, Coupe d'Espagne, Getafe à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Getafe à l'extérieur, on sait que ça va être un match qui va pas être évident, on sait que ça va être des... on sait, Getafe, ça va pas être un match de foot. Et puis après, Ligue des Champions, Benfica, il va falloir confirmer notre bonne forme, il va falloir continuer à gagner pour coller. Pourquoi pas être passé même devant Liverpool, peut-être, classement général de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, de rester au moins dans le top 2, top 3, ça serait vraiment l'idéal. Pour ce match, on va pouvoir compter aussi sur peut-être une rotation. Peut-être que Flick va se dire on va faire une petite rotation légère, évidemment pas toute l'équipe. Ça j'hésite, franchement je sais pas trop parce que vous le savez on joue à domicile et à domicile généralement Flick il fait pas trop tourner mais il y a quand même comme je l'ai dit beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner, beaucoup de matchs importants donc ça serait pas mal de faire 2-3 petits ajustements. On a vu dans le dernier match Inigo qui s'est blessé, il va être absent pour 1 mois normalement. Le club a communiqué là-dessus donc ils ont dit 4 semaines d'absence. On va avoir besoin de Ronald
peut-être bientôt du retour de Christensen aussi. Et en parlant de Ronald, ben ça parle de plus en plus de son départ à la Juventus, ça parle vraiment d'un départ assez imminent, donc je ne sais pas. La blessure de Danilo apparemment n'aurait rien changé à sa manière de penser, mais ça c'est logique, il va pas construire entre guillemets sa carrière sur la blessure d'un autre joueur, il va pas rester au Barça, c'est bon je prolonge parce que Danilo s'est blessé, ça n'aurait aucun sens pour lui, ça je peux le comprendre. Mais bon après toute la situation j'ai du mal à la comprendre quand même, c'est assez ingrat de sa part, mais bah bref. C'est comme ça. Donc pour éviter des nouveaux désagréments, des nouvelles blessures comme Inigo, ça serait pas mal de faire souffler potentiellement Pedri. Lamine Yamal il vient de revenir, il a enchaîné 2 matchs contre Bilbao, contre le Real Madrid. Ce serait pas mal peut-être aussi de le faire souffler à voir. Je ne sais pas trop. Après il y a d'autres joueurs, potentiellement d'autres joueurs aussi qui ont beaucoup joué, des mecs comme Rafinha aussi. À voir si Lewandowski fait souffler un petit peu aussi, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas dans quel esprit est Flick. Est-ce qu'il se dit la coupe, on peut faire quelques rotations et puis après on fait rentrer les autres joueurs, ou est-ce qu'il préfère mettre l'équipe type entre guillemets qui est les joueurs dispo en tout cas et après faire tourner rapidement, je sais pas trop, mais bon. On va passer du coup à la composition d'équipe les amis, moi je vais vous donner la mienne justement. Voici donc mon 11 pour le match de demain contre le Betis Séville. Peña au cage, on commence par le gardien, je crois que Szczesny est suspendu parce qu'il a pris rouge en Supercoupe. Alors à moins que j'ai pas suivi l'histoire, mais il me semble qu'il est suspendu pour la Coupe d'Espagne. Ou alors il sera suspendu pour le prochain match de Supercoupe quand on ira en Supercoupe. Je ne sais pas, je vous avoue que moi il me semble avoir vu passer l'info comme quoi il était suspendu pour ce match là contre le Betis. Il prendrait sa suspension là. Donc dans ce cas-là, je mets Peña. Sinon, on sait que Flick, il a dit, Szczesny l'avait assez convaincu et que potentiellement, du coup, ça voudrait dire qu'il prendrait place dans les cages à la place de Iñaki Peña. Donc en défense, une défense assez classique avec Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé. J'ai hésité. Je pense qu'on va voir un petit Gérard Martin apparaître ici, à gauche. Je le vois comme ça, je le sens. Mais peut-être pas, hein. Peut-être que Baldé va quand même être titulaire. Koundé, je le laisse parce que s'il y a Abdé, on sait qu'Abdé il peut être dangereux, rapide. Du côté aussi de Vitor Roque, qui peut jouer peut-être. Je sais pas si Vitor Roque jouera, mais en tout cas, voilà. Donc potentiellement, il y aura peut-être un petit peu plus de danger sur notre droite. Donc je laisse Koundé, c'est pour ça. Mais j'aurais bien aimé voir Hector Fort quand même. Après, il revient de blessure, Hector Fort, il a pas eu une seule minute. Ce serait pas mal de le faire rentrer peut-être en fin de match. Faire souffler Koundé aussi peut-être. Ça peut être sympathique. Défense, Ronald et Cubarsí, classique. Je pense pas qu'on va mettre Dominguez. Christensen, à mon avis aussi, il n'a pas encore joué depuis son retour de blessure. Pas une seule minute, il va pas être titulaire comme ça d'office, je pense pas. En 6, on a Casado, à voir. Si on met Eric Garcia ou Casado, je mets Casado en fait pour avoir une certaine base en fait, une certaine continuité au milieu. Parce que j'enlève Pedri, vous avez dû le remarquer, hein. Je ne mets pas Gavi, je remets Olmo ici qui va reprendre un peu sa place. Voilà, je garde Casado qui quand même a joué un petit peu moins qu'un Pedri qui a énormément joué. C'est pour ça que je fais souffler un petit peu Pedrito. À voir si on joue en 6 ou en double pivot comme ça conviendrait un petit peu plus à De Jong de jouer dans le double pivot. Espérons qu'il nous sorte quand même un match correct, parce que la dernière fois contre le Betis c'était quand même pas ouf son entrée. Et on finit avec l'attaque, donc avec Rafinha à droite, Pau Vitor et Ferran Torres. Pas de Lamine Yamal, c'est pas que j'ai pas envie de le voir jouer, mais surtout je le mets un petit peu au repos, je le ferai rentrer en cours de match aussi, mais j'ai pas envie de trop abuser avec Lamine Yamal. On a eu des matchs importants là en Supercoupe qu'il fallait aller chercher la victoire pour aller chercher un trophée directement. La dernière fois que Rafinha il a joué à droite, il a été plutôt bon, franchement. Il avait joué contre l'Atlético Madrid à droite et franchement, il avait été très très bon. Pau Vitor à la place de Lewandowski, bon, ça j'y crois pas, hein, les gars. Je pense que Lewandowski sera titulaire. Je pense même que Lamine sera titulaire. Vrai de vrai, mais bon, c'est mon 11, donc je fais ce que je veux. Et puis on verra demain. Mais Pau Vitor, pourquoi pas. La dernière fois, il était rentré contre le Betis, justement, et il avait été plutôt bon, je crois. Il avait été un petit peu dangereux, tout ça. Pourquoi pas faire souffler un petit peu Robert? Après, donc, question animation, je sais pas trop. Bon, Ferran Torres, il y en a qui veulent peut-être pas le voir, mais c'est soit Ferran Torres, soit Fermin. Et pourquoi pas voir Ferran Torres, les derniers matchs qu'il a joué, il a quand même marqué des buts. Il avait marqué d'ailleurs le but, presque le but de la victoire, le 2-1 contre le Betis, mais on s'était fait égaliser à la fin du match. Mais bon, il avait été décisif contre le Betis, donc pourquoi pas le voir jouer. Après, niveau animation, on sait que Ferran Torres, c'est un joueur d'axe, Rafinha aussi. À voir si on laisse Ferran, on le met à droite et Rafinha à gauche, on le laisse à son poste. Comme je l'ai dit, Rafinha, la dernière fois qu'il a joué à droite, j'ai trouvé plutôt bon. Donc c'est pour ça que je préfère le voir à droite, parce que je pense qu'il est meilleur, pourra plus apporter de ce côté-là que Ferran Torres, tout simplement. En général, il pourra peut-être plus apporter que Ferran Torres de toute façon, mais à droite, en tout cas, Ferran, les dernières fois où il a joué à droite, il rentrait trop dans l'axe et du coup, couloir droit, il n'y avait personne parce que Koundé, c'est pas comme Baldé où vraiment il va être offensif, il va vraiment faire le jeu sans ballon, mais c'est pas le latéral droit
ultra offensif, Koundé. Un petit peu moins qu'un Baldé, par exemple. Pour ça que Baldé, que Ferran, je les mets du même côté. Sachant aussi qu'il y a Ansu Fati, qui a pas beaucoup joué, qui a pas du tout joué depuis un moment aussi. À voir s'il sera convoqué pour ce match ou si c'est définitivement cuit pour lui. Maintenant, question animation. Est-ce que Ferran va rentrer dans l'axe comme peut le faire Rafinha d'habitude, avec une sorte de, comme ça, double pivot, avec une sorte de milieu à 4 comme ça, avec Baldé qui prend le couloir et une défense comme ça, avec un Koundé un petit peu plus haut, mais pas forcément aussi haut que Baldé. C'est une possibilité. Koundé qui ferait ses courses une fois que Rafinha a la balle. S'il rentre, Koundé prend l'extérieur. S'il écarte, il prend l'intérieur pour libérer Rafinha. À voir si ça se passe comme ça ou si, un petit peu comme contre l'Atlético Madrid, un Baldé qui part un petit peu de plus bas, avec un Ferran qui colle un petit peu plus la ligne, un De Jong qui se projette un petit peu plus, comme Pedri l'avait fait face à l'Atlético, et du coup on aurait une sorte de milieu à 3 comme ça en pointe basse. Avec un vrai 6, Casado, et un De Jong un petit peu plus offensif, parce qu'on l'avait vu dernièrement aussi, De Jong quand il avait joué à la place d'Olmo, un petit peu plus offensif, il avait été un petit peu intéressant aussi. Donc pourquoi pas avoir un De Jong plus haut sur le terrain, qui laisse les tâches vraiment défensives à Casado, un Ferran qui colle un peu plus la ligne pour laisser de la place justement à De Jong s'il se projette. Si De Jong ne se projette pas et qu'il a la balle comme ça, et que Ferran rentre dans l'axe, Baldé prend le couloir, vraiment cette animation là, plus que vraiment déjà un Ferran dans l'axe, déjà un Baldé ici, et un double pivot, tu vois. À voir entre les deux me conviennent d'animation. J'aurais tendance à vouloir tester le 4-3-3, mais bon, à voir comment ça se passe. Voilà, c'est tout pour la compo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, quand il y a quelques rotations, il y a beaucoup de débats. Non, t'es un ouf, j'aurais jamais mis lui, moi je mets lui, Gérard Martin titulaire, le GOAT, Ferran Torres Ballon d'Or, tout ça. Il y a beaucoup de débats à chaque fois, donc dites-moi, mais moi c'est ce qui me semblait être à peu près pas mal. Un petit peu de rotation, mais pas trop non plus pour pas totalement déstabiliser l'équipe. Et puis voilà. On espère une belle victoire. On se retrouve demain pour le live d'avant-match. Comme d'habitude, 1 heure avant le match, je serai en live sur YouTube ici. Et on parlera de la composition d'équipe, de l'actu, un peu de tout. On va se faire plaisir. On sera en totale détente comme d'habitude, vous me connaissez. Et puis après pour le débrief, pour parler du match, évidemment. Bonne journée à tous, à demain.